Parfait, mais merci. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir ce soir. Votre présence compte beaucoup pour nous. Donc, je vous présente mon équipe. Donc, Simone, Naomi, moi-même, Florence, Pénélope et Tommy. Nous sommes 5 finissants de la technique de gestion commerciale ici au Cégep de Sainte-Foy. Et on a eu l'occasion d'organiser cet événement dans le cours de gestion de projet. Donc, on a mis beaucoup de temps et d'énergie afin d'organiser une soirée à la hauteur de vos attentes, je l'espère. Ce soir, c'est aussi une occasion de rencontrer de nouvelles personnes, discuter, aussi d'en apprendre davantage sur le métier d'être entrepreneur. Merci à tout le monde d'être présent aussi. Et un énorme merci à Claude-André d'avoir accepté de venir animer ce soir. C'est très apprécié de ta part. Alors, comme Florence vient de mentionner, notre animateur ce soir sera Carl-André Poliquin. Ainsi, il sera invité avec ses 3 invités qui sont 3 entrepreneurs qui ont parti leur propre entreprise. Donc, nous allons avoir Cassandra Pichette de l'entreprise Eau Hydration, ainsi que Laurence Boliveau de Poupilou et Cassandre de Massothérapie sous l'aile de Loi. Donc, on aimerait remercier d'avoir accepté notre invitation, c'est très apprécié. Ainsi, nous sommes vraiment heureux qu'ils soient avec nous ce soir et nous espérons que vous pourrez en apprendre davantage sur leur parcours. Bien entendu, cette soirée n'aurait pas pu être possible sans l'acceptation de nos commanditaires. Donc, j'aimerais remercier Beko de nous avoir fourni leurs beignes faits à partir de pâtes artisanales, ainsi que leur crémage fait à partir de pâtes végétaliennes. De plus, j'aimerais remercier Venice Gym de nous avoir fourni 2 de leurs abonnements de 6 mois offerts par le gym. Ce gym est ouvert 24 heures sur 24, ainsi il offre une multitude d'équipements. De plus, j'aimerais remercier nos partenaires financiers Vision UP ainsi que Casse-Croûte chez Simon. Merci beaucoup à Boba pour nous avoir offert leur coffret cadeau, ainsi que Massothérapie sous l'aile de Loi pour leur certificat cadeau, ainsi que Loi Toqué. Merci aussi à Timmy Restaurant et les Enfants Terribles pour leurs 4 cadeaux. Encore une fois, merci de votre présence et bonne chance à tous. Bonne soirée. Test 1, 2, 2. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci d'être là, surtout en cette première journée officielle d'hiver, je pense qu'on peut le dire de même. Excellent. Je suis en très belle compagnie avec ces 3 jeunes dames qui effectivement ont lancé leur entreprise. J'aimerais ça qu'on commence par peut-être une petite minute pour qu'ils s'introduisent tous et chacune. Ça vous va? Oui. Cassandra? Bonjour tout le monde, Cassandra Pichette, je suis la fière fondatrice des produits Eau Hydration. Donc, je vais pouvoir vous en dire davantage tout à l'heure. Enchantée et merci de l'accueil. Merci. Laurence? Donc, moi, c'est Laurence Béliveau, je suis la propriétaire de l'entreprise Poupilou. Je fais des produits réconfort pour les enfants. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus aussi tout à l'heure. Bonsoir, moi c'est Cassandre Loyon-Couillard, propriétaire de Massothérapie sous l'aile de Loi, qui est située à Saint-Égapi, dans le restaurant Le Domaine de l'Hôtel. Donc, je vais pouvoir vous en dire plus tout à l'heure.
Merci beaucoup. Ici, j'ai un bol de questions avec des questions que je pense que différentes personnes ont inscrites là, avant l'atelier, avant le panel. Donc, je vais piocher là-dedans de temps en temps pour s'alimenter. Mais déjà, j'aimerais savoir un petit peu de le spark initial de votre entreprise, parce que je pense que c'est quand même intéressant pour vous, comme public, de voir un peu l'émergence, de dire comme de où ça part, puis comment ça l'a levé. Comme cette petite graine-là que vous avez semée, comment est-ce qu'elle a fleuri? Donc, je ne sais pas si vous voulez chacun prendre une minute ou deux juste pour nous parler un peu de l'histoire de ce que vous faites. Avec plaisir. Si je peux commencer, ou sinon je peux laisser mes collègues, il n'y a pas de problème. Donc, il y a 3 ans, je buvais absolument aucune eau. Donc, ça paraît pas, mais j'étais complètement accro aux boissons sucrées. J'avais aucun problème de poids, donc tout le monde me disait, ben voyons, ça se peut pas que tu sois accro aux boissons sucrées, mais c'était le cas. Donc, je buvais du Gatorade, je buvais du jus, du lait au chocolat, aucune eau, parce que je trouvais que l'eau, c'était plate et ça goûtait pas bon. Un jour, je me suis attardée davantage aux ingrédients de ce que je consommais, puis je me suis aperçue que c'était 36 grammes de sucre. 36 grammes de sucre, c'est 9 cuillères. Donc, n'importe quelle personne ici viendrait chez moi, me dirait, Cassandra, j'ai soif, je leur servirais un verre d'eau avec 9 cuillères à thé. On me traiterait de délirée de personnes qui veulent donner le diabète, mais quand ça vient d'une multinationale, on en boit aveuglément. Donc, je devais agir puisque je n'étais pas capable de boire de l'eau, régler le problème du sucre. C'est comme ça que j'ai créé les produits O-Hydration sans sucre pour aider les gens à boire de l'eau et à aimer l'eau au final. Très cool. Merci. Laurence? Donc, moi, c'est une histoire un peu différente. Mais moi, ça a commencé quand j'étais petite parce que j'ai toujours eu un trouble d'anxiété généralisée. Ça paraît pas trop. C'est bien ça. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de l'entendre parce que parfois, ils s'imaginent que les gens qui ont des troubles d'anxiété généralisée seraient du genre à se mettre en boule ou seraient pas bien en public, mais des fois, ça paraît pas. Fait que moi, j'avais besoin de réconfort plus qu'un enfant ordinaire et j'avais besoin d'amener tout le temps quelque chose avec moi. Le problème quand on est enfant, c'est que les peluches, en réalité, ça se lave pas si bien que ça. Puis traîner ses doudous partout et les perdre, les parents ne trippent pas. Fait que je me suis ramassée un petit peu à avoir des difficultés d'adaptation, de ne pas être capable de tolérer la garderie ou des changements, par exemple, commencer l'école, je trouvais ça difficile. Donc, j'ai repensé à un produit qui allait être vraiment quelque chose de super réconfortant, qui allait être plus facile à nettoyer, à utiliser, mais qui allait aussi suivre les enfants partout où ils allaient aller. Et c'est de cette expérience-là que j'ai vécue quand j'étais petite qui est venu ce désir de combler ce besoin chez les tout-petits. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, on voit une tendance qui émerge, de dire que c'est un besoin personnel. Je réponds à un besoin personnel, puis après ça, j'essaie d'en faire profiter les autres. Est-ce que c'est la même histoire? Quasiment. Dans le fond, moi, ça va faire 13 ans que je travaille avec mon père, Gaston, qui est au domaine de l'Otaki. Puis là, il m'a dit, là, Cassandre, c'est bien beau, tu travailles avec moi, mais tu as juste un secondaire 5. Il faudrait que tu trouves un métier pour que si on est le resto ferme, que tu aies quelque chose d'autre en main pour aller ailleurs. Fait que j'ai dit, j'aime bien ça faire de la massothérapie, des massages. Depuis que je suis jeune, j'aime ça. Fait que là, j'ai dit, je pourrais aller faire mon cours en massothérapie, mais ça ne fit pas vraiment avec le resto. Fait que là, il m'a dit, si tu es vraiment sérieuse dans ton projet, je te construis ton local avec les chambres, parce que ça a toujours été une des choses qu'il voulait faire, partir les chambres. Fait qu'on, dans le fond, on a un restaurant, on a les 3 chambres. J'ai mon local de massothérapie. Fait que on combine le tout ensemble là, pour agrémenter le séjour des gens. Puis au restaurant, dans le fond, c'est tout écologique. Donc on fait tous nos végétaux, nos animaux. Fait que je passe ma journée là, à travailler autant que les animaux, les végétaux, à faire le service le soir parce que je suis aussi serveuse. Je me promène dans tout ça. Merci beaucoup. Et peut-être pour me présenter aussi, parce qu'il y en a plusieurs que je ne connais pas. J'ai quelques visages que je connais dans la salle, mais pas tout le monde. Donc, Carl-André Poliquin, moi, ma première entreprise, j'étais à 18 ans, j'ai rencontré un magicien. Il me dit, je veux faire carrière dans ça, je veux me lancer à mon compte. Fait que là, c'est parfait, on dit, on va lancer ta carrière. Fait qu'on était 3 gars, on a fait beaucoup de niaiseries, à peu près 400 shows en 4 ans. On a fait, c'est ça, beaucoup de niaiseries au point où, à un moment donné, il y a des choses que je dirais probablement jamais. Puis il y a des choses à un moment donné que je me dis, je veux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est à ce moment-là que j'ai été chercher tout ce qui existait comme ressources en entrepreneuriat à l'époque. Je vous le dis, il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce genre de choses-là aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu les outils que j'aurais aimé avoir quand j'étais à votre place. Donc moi aussi, ça vient d'un besoin très personnel que j'ai répondu, puis qu'à un moment donné, à force d'accumuler de la connaissance, c'est de dire, dans le fond, je peux peut-être en faire profiter d'autres mondes.
Donc, ça fait plusieurs années là, que j'accompagne les entrepreneurs en démarrage à temps plein. Donc, justement, vous avez des projets, vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à venir me voir, ça me faire plaisir, je tripe là-dessus. Est-ce qu'on passe aux questions? Oui? Est-ce que j'en prends un au hasard? Papier bleu, blanc, jaune ou orange? Orange? Ça a plusieurs couleurs de papier, tant qu'à ça. Votre meilleur conseil? Quelle bonne première question, j'adore ça. Laurence. Mon meilleur conseil? Bien, premièrement, il y en a vraiment plein. Le meilleur. Le meilleur, ben, c'est fiez-vous pas à ce que tout le monde va dire autour de vous. C'est le nombre de fois où je me suis fait dire que mon produit n'allait pas fonctionner parce que quelqu'un d'autre a tenté quelque chose qui n'est pas pantoute pareil, ou que les gens n'allaient pas être prêts à payer un certain prix pour un produit de qualité. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour vous dire que si vous avez l'instinct que vous en allez vers quelque chose qui va fonctionner, ben croyez-y, parce que moi, j'ai beau avoir commencé juste en 2024 officiellement, ça fait seulement quelques mois que mon entreprise existe et que je vends mes produits, mais je vois déjà une hausse quasi exponentielle de mes ventes et je suis capable de dire que je tiens effectivement quelque chose d'une part du marché que certaines personnes auraient cru peut-être pas possible avec ce genre de produit-là. Donc, fiez-vous à vos instincts, n'écoutez pas tout ce que les gens vont vous dire autour de vous. Tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Merci. Cassandre? Oui, ben j'allais peut-être ajouter un petit quelque chose. Fait que non, peut-être pas écouter toutes les choses, mais quand même écouter ceux qui peuvent vous donner des bons conseils, être réceptif de ce qui peuvent vous amener pour votre entreprise. Même des fois, ça peut être un mauvais conseil, ben ça peut amener un autre conseil que ça pourrait faire comme non, je ne veux pas aller vers là. Fait que ça peut être une autre chose aussi. Oui, ben c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est d'écouter tout le monde, mais d'ignorer tous les avis. Parce que, somme toute, si on écoute tout le monde, ben, les avis vont être à somme nulle. Donc, ultimement, c'est faites à votre tête. Si vous croyez à quelque chose, comme faites à votre tête. Je suis tellement d'accord. Merci. Cassandra? Un peu dans la même lignée, moi, ça serait la question que je me suis posée qui m'a permis de me lancer en affaires. C'est une question de Steve Jobs. Si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, seriez-vous heureux avec ce que vous vous apprêtez de faire? J'étais super bonne à l'école. Tout le monde me disait, va-t'en médecin, va-t'en avocate. Je les écoutais. J'ai tout fait avocat. Donc, j'ai fait bac en droit, barreau du Québec, juriste docteur, barreau de l'Ontario, MBA, pour finalement me poser cette question-là. Je me suis dit, est-ce que je veux être avocate? En 2 secondes, je pensais réfléchir pendant 10 ans. En 2 secondes, je me suis dit non. J'aime pas m'obstiner, j'aime pas le conflit. Je veux pas être en droit, je veux être créative, je veux être entrepreneur. Je me suis lancée avec 0 salaire, juste cette simple phrase-là. Donc, moi, c'est mon meilleur conseil, parce que je ne le regretterai jamais. Donc, posez-vous la question, présentement, êtes-vous heureux avec qu'est-ce que vous apprêtez à faire aujourd'hui? Ce serait ça. Merci. Moi, je dirais avec prenez votre rêve tellement grand que même dans la tempête, vous ne le perdrez pas de vue. Ça, c'est quelque chose que mon père me répétait beaucoup quand j'étais jeune. Puis, je vous encourage à être ambitieux. Je vous encourage à voir grand. Puis, comme disait Laurence, c'est plein de monde qui vont vous dire que ça ne marchera pas, que ça va être trop compliqué, que ça va être trop cher. Faites-le pareil. Montrez-leur qu'ils ont tort et que vous avez raison. Merci beaucoup. Papier bleu, jaune, orange? Jaune? On va en profiter, on a du choix. Oh, question un peu plus longue. Est-ce que quelqu'un a besoin de beaucoup d'argent pour se lancer en affaires? Oh, je pense que tu veux répondre. Non, du tout. Moi, quand j'ai sorti mon cours de massothérapie en 2016, oui, ok, mon père était là pour m'aider à construire mon local, mais je suis partie à zéro. C'était pas pareil par rapport aux produits, mais moi, c'est un service que j'offre. Donc, c'est quand les clients viennent que là, c'est là que je fais mon argent. Fait que non, il n'y a pas de. C'est pas une question d'argent quand je l'ai fait, c'est vraiment une question de passion. D'ailleurs, ça, c'est un peu le truc. Hein? Si vous voulez lancer un produit et que vous n'avez pas assez d'argent pour lancer le produit, commencez par un service. Laurence? Oui, ben c'est ça. Là, moi, la réalité est un peu différente. Ben, c'est correct, là, c'est normal entre un service et un produit. La réalité, c'est que ça prend quand même un bon budget. Du moins pour démarrer, ça prend quelques investisseurs qui peuvent être des gens de ta famille ou des gens qui croient vraiment dans ton projet, comme un conjoint. Chanteur au caméraman? Oui, exactement. Donc, ben c'est ça, dans ce cas-là, moi, c'est sûr que j'ai utilisé un certain fonds que moi j'avais mis de côté. Après, ben, il y a une petite différence entre un produit qui coûte moins cher à produire et à vendre. Tu sais, versus moi, je fais un produit qui est quand même assez premium, qui a un certain prix, ce qui fait que ça oblige un petit peu un fonds de roulement un petit peu plus élevé, disons.
Fait que je pense que ça dépend de tout projet, mais comme pour beaucoup d'entrepreneurs, à un certain point, il faut aller voir, pour aller chercher du financement pour se donner le ticket qu'on a besoin pour aller plus loin. Mais ça, le coût, ça va vraiment dépendre du type de projet. Est-ce que le coût, dans ton cas, est-ce que c'est un coût, j'en dirais, pour lancer ta production? Est-ce que c'est un coût pour payer ta première année, pas de salaire? C'est à quoi il sert le budget, mettons, au départ? Moi, dans mon cas, ça a été vraiment de payer les matières premières, manufacturiers, toutes les personnes qui allaient toucher de proche ou de loin au produit, c'est surtout ça. Je ne dis pas que ça prend quand même un bon temps pour être capable de vivre. Là. Moi, ça a comme été mes économies. Mais dans mon cas, là, le coût des matières premières, je dirais, puis le manufacturier, c'est vraiment là où j'ai les gros montants à déposer dès le départ. Donc, ça me permet de progressivement augmenter. Quand, mettons que tu as un budget au début qui est limité, tu vas faire peut-être des plus petites productions, puis à un moment donné, quand tu as un plus gros budget où tu es capable d'aller chercher du financement, ça va te permettre de décoller un petit peu plus. Est-ce que c'était la même réalité pour toi? De mon côté, c'est la même chose. Est-ce que je parle trop proche du micro? J'ai l'impression de parler fort, OK? Donc, de mon côté, je ne le dis pas souvent, en fait, je pense que je ne l'ai jamais dit devant quelqu'un. Je viens d'une famille extrêmement pauvre. J'aurais pu finir dans la rue pratiquement, violence, etc. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment zéro. Puis, j'ai pris un gros risque puisqu'on m'offrait un salaire d'avocate à 70 000 par année quand je commençais, puis j'ai choisi de partir à zéro. Donc, deux parties à ma réponse. La première partie, ça serait, pour se lancer, je pense que ça prend zéro. Ça prend du guts, ça prend du courage, ça prend de croire en son rêve. Mais par la suite, je vous dirais que mon meilleur conseil, c'est de vous faire un cercle de contacts. Moi, j'étais le genre de personne qui allait à tout plein d'événements, exactement comme ça. Puis, on ne sait jamais qui qu'on va rencontrer qui va changer notre vie. J'ai eu la chance de tomber sur l'ancien président de Keurig, David Sti et la SAC, qui est une seule personne. Puis, je le rencontrais, je l'ai harcelé pour une rencontre pour de mentorat. Il ne voulait rien savoir, il n'avait pas le temps. Après 1000 relances, 1000 harcèlements, il m'a accordé une rencontre. Puis, j'étais pour discuter de mentorat. Puis il a tellement aimé le projet qu'il m'a racheté 15% de l'entreprise au lancement. Donc je pense que c'est de faites-vous des contacts. Puis on sait, des fois on est bête avec le monde, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Puis soyez gentils avec tout le monde, puisque je pense que tout le monde a un contact qui peut changer votre vie éventuellement. Puis sans nécessairement que ce soit un contact qui peut t'amener quelque chose, il peut t'amener pareil des conseils, comme on disait tantôt, quelque chose que tu dis non, justement, c'est pas vers ça que je voulais aller. Oui, c'est d'écouter aussi là, les gens qui peuvent t'amener des bons conseils. Là, puis, aller aussi dans les mentorats, ça peut aider aussi. Moi, j'ai envie de faire du pouce sur comment on harcèle quelqu'un de la bonne façon. Je pense qu'il n'y a pas de façon. Moi, je suis pro de l'harcèlement LinkedIn, donc ajoutez-moi pas sur LinkedIn, donc je fais des blagues. Non, mais je pense que c'est de persévérer. Puis quand les personnes voient que tu as un objectif précis, je crois que c'est d'harceler d'une manière respectueuse, polie. Puis harceler, je dis ça, mais c'est pas le mot, là, c'est de persévérer dans l'envoi de messages lorsqu'on croit vraiment qu'une personne peut nous aider. Puis, pas de juste vouloir être aidé. Je pense que c'est d'apporter à l'autre personne quelque chose, puisque c'est là que la personne va vouloir nous faire une situation win-win. Puis moi, c'est toujours comme ça que j'approche les gens. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux leur apporter, qui fera en sorte qu'eux auraient intérêt à me rencontrer. Puis c'est comme ça que j'avais approché Sylvain, qui s'appelle, pour le mentorat. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné. J'aimerais ça juste continuer sur cette vague-là parce que je pense que ça peut être super pertinent pour plein d'autres mondes. De dire, c'est quoi les mots, la séquence que tu vas écrire dans un message LinkedIn pour que la personne te réécrive? Au départ, je vais y aller par un premier message simpliste, donc je vais m'intéresser un petit peu à la personne, mais je pense que c'est toujours d'y aller avec right to the point à ce que tu veux. Parce qu'il n'y a rien de plus choquant de commencer un message. Bonjour, je te félicite d'avoir fait ci, je te félicite, blablabla. By the way, j'aimerais ça avoir un meeting. On sait où tu t'en viens. Moi, je commence avec la formule right to the point. Qu'est-ce que je veux? Bonjour Sylvain, tu as beaucoup de connaissances dans le breuvage. Tu étais à la tête de Keurig, David Sti, la SAC. J'aimerais du mentorat. J'ai une belle entreprise, je suis une jeune entrepreneur. De mon côté, voici qu'est-ce que je crois que je pourrais t'apporter de par cette rencontre-là. Voici mes disponibilités. Est-ce qu'on pourrait se faire une rencontre, que ce soit appel, virtuel ou en personne? Je suis disponible à ta confiance. Moi, je vais vraiment comme ça. Ça marche parfois, mais ça prend du temps. J'adore ça. Puis prenez des notes parce que c'est super pertinent. Puis Laurence, je sais que tu as fait des courriels similaires. Peux-tu nous en parler? Oui, moi j'ai fait une approche un peu différente. Je suis allée un peu technologique. Dans le fond, moi j'ai monté un courriel pour essayer de faire connaître mon produit où il y avait vraiment une démarche de... J'ai travaillé longtemps là, sur un petit pitch pour présenter le produit et j'ai intégré un peu d'humour aussi dans mon courriel et j'avais comme un fameux bouton qui disait
Vous n'avez pas le temps de continuer à lire le courriel. Cliquez ici, commandez votre échantillon, vous allez le découvrir. Donc, j'offrais la possibilité de commander des échantillons pour aller découvrir mon produit. Évidemment, il y en a pour qui ça a fonctionné, il y en a pour qui ça a moins fonctionné. Mais il y a des gens, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé à faire mes envois de courriel, puis je suis tombée dans une période où j'ai commencé à vendre beaucoup de stock. Fait que, il y a des boutiques qui ont répondu présent, ils étaient très contents de commander mes produits pour finalement que je me ramasse avec une rupture de stock. Fait que toutes les autres personnes, je les ai un petit peu laissées flotter. Puis j'ai fait comme, j'espère qu'ils vont pas me répondre tout de suite parce que j'ai comme plus de stock. Fait que ce que je vais faire, c'est que 2025, je vais faire une relance. Mais j'ai eu la chance, il y a certaines personnes qui se souvenaient du courriel parce qu'ils sont venus me voir il n'y a pas longtemps par hasard. J'étais dans un point de vente, je faisais la présentation des produits. Puis ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai, toi, j'ai reçu un courriel. Eh oui, justement, on voulait penser à comme intégrer tes produits, c'est le bon moment. Là, j'étais comme, évidemment, c'est tout le temps le bon moment, mais j'ai hâte de voir en 2025 parce que j'ai effectivement eu un petit peu de misère à soutenir le rythme des ventes. Mais bref, c'est une très bonne idée aussi d'y aller par écrit. Puis souvent, ce que je faisais pour une première relance aussi, si je ne le faisais pas par courriel, je trouvais le moyen de trouver un numéro de téléphone pour contacter directement la personne ou je la réapprochais sur LinkedIn aussi. Je sais, je fais ça, c'est un peu tannant. Mais je pense que, dépendamment de comment on approche, et moi aussi, je suis très comme toi, je suis très directe, je leur fais tout de suite savoir si c'est quoi que je veux dans une très courte phrase. Puis il y en a qui répondent très favorablement, donc il ne faut pas trop se gêner non plus. Et juste pour faire un petit peu push sur ce que tu mentionnais, moi j'ai la chance d'avoir une mentor assez incroyable aussi, qui travaille dans le même domaine que moi et qui s'est avérée être une amie d'une amie. Donc effectivement, en parlant et en se faisant des contacts, moi je suis une des premières personnes à dire le réseau c'est tout. Et cette personne-là, encore maintenant, cette femme-là qui est à la tête d'une entreprise depuis 20 ans et qui vend maintenant à l'international, peut-être vous savez ce que c'est, peut-être pas ceux qui ont des enfants, ça s'appelle Becky Bobo. Des petits oursons thérapeutiques. En tout cas, bref, cette dame-là est dans les pharmacies et partout, en fait, dans tous les magasins pour enfants. Et me donne un coup de main à chaque question, elle prend le temps de me répondre. Des fois, elle vient même me voir à des salons. Fait que le mentorat, veut pas, que c'est préparé ou pas préparé. Il y a toujours des entrepreneurs, je trouve, qui sont super généreux de leur temps et qui sont là pour nous offrir de l'aide. Donc, voilà, n'hésitez pas. Puis il faut voir le mentorat comme un aide et non comme je suis faible, il faut que j'aille demander de l'aide. Ils sont vraiment là pour aider. Puis des fois aussi, ce qui aide, c'est quand ils ne sont pas dans le même domaine que toi, fait que tu amènes des solutions sur autre chose que toi, tu n'aurais pas vu du tout parce que ils ne sont pas partout dans le même domaine. C'est tellement un bon point parce qu'effectivement, des fois, on veut des mentors qui sont dans le même domaine, qui peuvent nous pousser vers des contacts très spécifiques, mais des fois, on veut quelqu'un qui ne vient pas du domaine parce que l'innovation vient toujours de quelqu'un qui ne vient pas de notre domaine. Parce que justement, on vient avec une optique différente, puis on n'est pas pris dans « oui, mais dans mon industrie, ça fonctionne comme ça, donc je suis obligé de faire comme ça. » Définitivement. Puis est-ce que justement, tu as un truc, mettons, pour approcher des mentors? Est-ce que tu as eu des mentors? Tu en as parlé un peu tantôt? J'ai pas eu de mentor, mais mon père, oui, à un moment donné, il cherchait un peu comment faire pour gérer son entreprise, pour que ça fonctionne différemment. Fait que lui, il a rencontré des mentors, fait que j'avais un peu des brides de ce qui se passait, mais j'ai pas eu affaire à des mentors, mais je suis bien entourée avec d'autres entreprises là, qui, des fois, ils nous disent d'autres solutions. Puis le truc pour ça, moi, je trouve, c'est de viser quelqu'un qui est comme 5 ou 10 ans en avance sur vous. Quelqu'un qui est juste, qui est là où vous voulez aller, puis de questionner justement pour comprendre comment cette personne-là est arrivée à cette place-là. Puis des fois, ça peut être des indices sur qu'est-ce que vous pouvez faire en chemin dans les 5 ou 10 prochaines années pour vous y rendre. Puis plus les gens ont du succès, plus ont tendance à avoir plusieurs mentors. Ça aussi, c'est une chose à se rappeler. Effectivement, c'est pas parce qu'on est faible, c'est le même principe que le psychologue. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'ils vont voir un psychologue. Au contraire, ceux qui n'en ont pas, souvent, ils vont voir un psychologue. Un peu contre-intuitif. Prochaine question. Papier bleu. Êtes-vous seul ou avez-vous un partenaire et quels sont les défis d'être seul ou avec un partenaire? Florence, tu parlais de ton partenaire tout à l'heure. Quels sont les avantages? Colin, avec un partenaire qui a une expertise complètement différente de la mienne, ça me donne une vue d'ensemble et ça me fait réfléchir les problèmes différemment. Donc, moi, je suis designer de mode, de formation et de profession, donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie de la mode à Montréal. J'ai fait aussi du développement de produits, de l'importation, j'ai fait des achats dans des entreprises, dans le fond, qui vendaient des produits d'optique, donc des lunettes.
Donc moi, j'ai cette vision, je dirais, très organisée de l'industrie, du produit. Je connais les cycles de développement, mais comment gérer un peu le behind the scenes d'une entreprise, comment faire parler différents, là je ne veux pas parler trop technique, là, mais en gros, comment organiser tout et orchestrer tout. Ben moi, j'ai un partenaire, dans le fond, qui a étudié en programmation web et qui a aussi multiples talents d'informatique. Et des fois, juste les réflexions que moi je peux faire pour dire « Ah, je vais résoudre tel problème en faisant telle chose », ben lui va avoir une idée qui est complètement différente et qui vient vraiment aller chercher sa formation et ce qu'il connaît le mieux là-dedans. Donc, moi, ça m'aide à repenser. Des fois, ma première façon de penser, ça serait d'aller avec une solution déjà existante. Puis lui, ben, il va avoir cette espèce de deuxième regard venant d'une autre industrie complètement différente pour venir m'aider à solutionner le problème. Ça aide aussi en moment où, on ne se le cachera pas, là, même, la plupart du temps, je travaille seule quand même, je suis à temps plein dans mon entreprise et mon partenaire a quand même un travail. Fait que des fois, ça brise aussi un petit peu la solitude de pouvoir parler de son entreprise avec quelqu'un avec qui on partage sa vie et d'autres projets. Mais également, je ne me fie pas seulement là-dessus, j'ai quand même un très bon entourage au niveau d'autres entrepreneurs autour de moi avec qui je suis en contact presque quotidiennement. Donc, ces gens-là, même si on est seul dans notre entreprise, à 100%, disons, c'est toujours important de vraiment bien s'entourer et de construire à tous les jours ce réseau-là. Pas rester tout seul dans son coin tout le temps. Oui, vraiment important. Cassandre, tu dirais-tu la même chose avec ton père? Ben là, c'est un peu ambigu la question si c'était seul dans couple ou partenariat, c'est ça, je sais pas trop aussi. Très, très bonne question, comme tu le sens. Moi, j'ai un conjoint, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble, fait qu'il m'a suivi depuis le début, depuis que j'ai commencé mon cours en massothérapie. Il m'a pas mal poussé dans tout ça pour que je réalise mon projet. Sinon, je suis toute seule dans l'entreprise, je suis moi-même tout seul propriétaire. Il y a mon père à côté, mais je suis toute seule. Mettons, c'est quoi le rôle que ton père peut jouer? Est-ce qu'il fait plus un conseiller ou est-ce qu'il fait plus un support financier? Non, c'est plus en conseil, me guider un peu. Des fois aussi, c'est agencer nos deux horaires pour que ça fit ensemble, là, parce qu'il ne faut pas se pencher ses pieds non plus. Là, fait que, non, c'est ça. C'est quoi le rôle que ton conjoint joue dans ça? Parce que je comprends qu'il n'est pas dans l'entreprise. Il n'est pas dans l'entreprise, il est juste accompagnateur de ma vie. Ben oui, il est aussi pour me pousser comme la soeur. C'est un peu mes parents, puis lui qui m'a poussé à me remercier, puis de pousser mes limites. Ça prend ça aussi, il y a quelqu'un qui est un petit coup de pied. Quelqu'un qui nous accompagne dans la vie, qui est là pour nous aider. C'est un bon pilier. C'est pas nécessairement d'avoir quelqu'un qui est avec toi dans l'entreprise pour que ça avance. C'est quelqu'un avec toi aussi qui t'encourage à avancer. C'est ça, puis ça peut être un allié aussi, ou même le principe, comme tu disais, les gens qui t'entourent. Mais c'est important d'avoir des gens qui vont nous supporter dans ça pour pas qu'on soit dans la solitude, parce que c'est dur d'entreprendre. On se fait pas de cachette, là. Donc, dans l'entreprise, on est 3 actionnaires. Donc, au jour 1, cette présentation du plan d'affaires, j'avais trouvé un investisseur qui avait cru en moi sur le plan d'affaires. Donc, on est 3. Puis, sinon, dans ma vie, bien sûr, je suis accompagnée aussi d'un autre entrepreneur. Donc, il y a énormément de plus, puisqu'il comprend l'entrepreneuriat, comprend les défis financiers que ça a lien avec l'entreprise. Également, toujours de bons conseils, puisqu'on a des forces et des faiblesses qui sont équivalentes ou complémentaires. Par contre, le point faible que je dirais, c'est que justement, puisqu'on travaille les deux énormément, je crois qu'il faut apprendre à trouver l'équilibre lorsqu'on est 2 personnes en affaires et pas toujours focusser sur l'entreprise. Donc, je verrais plus de positif que de négatif, puisque ça permet un peu, comme les filles disaient, de briser la solitude, de pouvoir parler de tout et de rien. Puis, moi, je vois ça vraiment comme un plus. Puis, mon copain est très bon en chiffres, chose que je ne suis pas. Donc, je dirais 95% positif, 5% qu'on doit travailler moins peut-être, ça serait ça. Tu te lancerais-tu avec lui? Et là, je crois qu'on chicanerait. Ça irait pas bien, autant qu'on est très complémentaires, puis j'adore ses conseils. Je pense qu'en affaires, on est très différents. Je suis une personne qui va être peut-être plus fonceuse, peut-être pas analyser tous les risques, alors que lui est plus analytique, donc je crois qu'on finirait par avoir un petit moment qu'on serait hésitant sur certaines décisions. En même temps, ça peut être aussi l'équilibre, le yin et le yang, de trouver justement, de dire, les deux, vous avez raison, mais pour des raisons différentes, de trouver cet équilibre-là à travers tout ça. Il faudrait essayer, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas là, mais il faudrait essayer.
c'est le genre de choses qui ne se forcent pas non plus, je pense. Il faut que ça se sente. Puis je l'ai vu à plein de reprises, des gens qui veulent s'associer ensemble. Puis quand il y a trop de questions qui se posent sur c'est à qui le projet, c'est quoi les pourcentages, quand ça devient comme trop, quand il y a trop de questions qui se posent, j'ai envie de dire c'est pas bon signe. Normalement, ça se fait assez naturellement. Je ne sais pas si dans le cas des deux autres partenaires, si ça s'est fait assez naturellement ou... Je pense que oui. Au départ, lorsque c'est le premier investissement, c'est ça que j'ai plus concédé quand une personne rentre au jour 1. Puis ensuite, on est vraiment allé selon la valorisation de la compagnie lorsque Sylvain est entré avec moi. Puis comment on détermine le pourcentage de genre, on est plusieurs dans le projet, qui a combien? J'ai 15%, fait que je mets 15% de mon temps sur le projet? Non, moi j'ai 2 investisseurs passifs, donc je suis la seule qui met vraiment du temps. On a des équipes bien sûr externes, on a des employés, plus des équipes externes qui travaillent pour nous. Donc c'est vraiment des gens passifs et on est vraiment allé, on s'est dit, on a combien de ventes, on estime avoir combien de ventes, je suis prêt à investir telle somme, donc on va y aller avec tel pourcentage. Puis ça a été un consensus commun, donc de notre côté on n'a eu aucune discorde par rapport à ça, ça s'est fait très facilement. Je pense qu'il faut que ce soit de même, sinon posez-vous des questions, faites attention. Prochaine question. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante? Votre personnel est la clé de votre réussite. Donc, vos employés, vos partenaires, les gens avec qui vous travaillez, bref. Est-ce que c'est ça la clé? Je peux pas vraiment répondre, je suis pas d'employé. Moi, je suis pas d'employé, mais je pense. Il y a beaucoup de partenaires. Oui, c'est ça. Puis là, justement, commençant en janvier, là, je voulais faire un petit peu une explication sur mes partenaires. Là. Fait que tous ceux qui vont me suivre sur les réseaux sociaux vont en entendre un petit peu parler. Moi, je suis une personne qui est vraiment convaincue que c'est les partenaires qui font la réussite du projet. Puis ma façon de travailler en ce moment, c'est sûr que moi, j'ai pas une entreprise incorporée, donc je suis toute seule pour l'instant. Puis éventuellement, probablement que mon entreprise va grossir. Mais en ce moment, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est justement de trouver les bons partenaires qui sont spécialisés. Comme par exemple un manufacturier, j'ai quelqu'un qui fait mon expédition, ma logistique, j'ai quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc, tous ces experts-là qui viennent m'aider dans mon entreprise, leur expertise et leur savoir-faire, ça fait la différence. Parce que premièrement, moi, je ne peux pas porter autant de chapeaux dans une journée. Mais aussi, c'est justement ça qui fait en sorte que mon entreprise se démarque par la rapidité que les gens vont recevoir et avec la précision que les gens vont recevoir leurs commandes et par aussi le contenu que je peux avoir pour mes réseaux sociaux, le contenu que je vais avoir pour mes blogs. Donc, moi, je suis convaincue à 100% que c'est ça qui fait la différence. Mais quand tu parles des réseaux sociaux, j'aimerais ça juste parce que moi, tu m'as ouvert ton Canva à un moment donné. Tu as ouvert Canva, l'application web pour faire des designs. Ouais. Là, quand j'ai vu ton Canva, je suis tombé à terre. J'aimerais ça que tu nous parles rapidement de comment tu as mis ça en place pour travailler avec tes collaborateurs. Ah oui. Parce que tu leur as vraiment facilité la vie. Oui. Moi, dans le fond, je suis allée prendre un compte d'entreprise où tu peux faire rentrer les partenaires là-dedans. Donc, j'ai carrément créé, tout intégré, tout ce qu'il fallait pour mon branding, donc les couleurs, les icônes, les illustrations, puis vu que c'est moi qui fais tous les éléments graphiques, c'était super simple pour moi de le faire. Puis à partir de là, j'invite, j'ai aussi une designer graphique qui m'aide à temps partiel, là, parce que j'ai beaucoup de besoins ces temps-ci, fait que parfois j'ai de l'aide. Fait que toutes ces belles personnes-là peuvent utiliser mon Canva directement avec des liens de partage, des dossiers de partage. Puis ma façon de fonctionner aussi, c'est beaucoup d'organiser puis de compartimenter les choses. Donc, effectivement, le Canva, c'est effectivement une belle façon de travailler. Là. Puis, c'est quelque chose que je dois dire que j'ai découvert vraiment cette année. Je cherchais une façon de vraiment travailler en collaboration avec ceux qui m'aident à créer toutes les images. Puis, je me rends compte que c'est une des meilleures façons de vraiment voir, parce que la personne qui fait les réseaux sociaux, a construit le montage, les illustrations, puis tout. Puis moi, ça me permet des fois, si je veux voir un petit peu de quoi ça va avoir l'air, je peux aller voir, je peux y mettre des commentaires. C'est génial. C'est une façon proactive de travailler. On est les deux à distance, mais on est comme tout le temps en contact. C'est le message derrière ça, c'est de mettre en place des outils puis des choses pour que vos partenaires puissent bien travailler comme si c'était vous qui allez le faire. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant quand j'ai vu toute la liste de 150, 200 images, je pense, dans ton Canva, que c'est tout préfait avec, tu sais, les gens ont juste drag and drop, puis tout est là. Fait qu'il n'y a pas de place à l'erreur tant que ça. Puis c'est un peu de mettre en place des outils pour que vos collaborateurs, employés, partenaires, peu importe, puissent travailler avec vous efficacement. Fait que ça là-dessus, moi, j'étais vraiment impressionné de la façon que tu as mis ça en place.
partenaires? Oui, absolument. Moi, je pense qu'on le sait, s'entourer, c'est la clé du succès. Seul, on va aller plus vite, ensemble, on va aller plus loin. C'est une phrase peut-être quétaine, mais c'est tellement vrai, ça permet de défoncer des portes. Puis, au début de l'entreprise, on est toujours tout seul. Donc, au début, on n'a pas d'argent pour engager des employés, donc il faut faire face à la réalité. Puis, il faut faire toutes les tâches les plus ardues, même celles qui ne tentent pas nécessairement de faire. Quand j'ai commencé, il fallait que je fasse toutes les démos en magasin pour faire goûter les produits. Puis, les clients disaient, il faut mettre vraiment l'ego de côté. Parce que les clients disaient, ah, ben voyons, c'est rare de voir la fondatrice faire une démonstration chez Maxi. Moi, je disais, ben oui, on a à cœur nos clients, madame, chez Hydration. J'étais la seule employée, j'étais la seule qui pouvait aller chez Maxi faire la démonstration. Donc, je pense qu'il faut mettre l'ego de côté, puis il faut se dire, OK, je suis la Chief Executive Officer, ça veut rien dire. Il faut faire le marketing, il faut tout faire. Puis, à un moment donné, c'est d'être assis avec soi-même, puis de se faire un meeting avec soi-même, en ayant tous les rôles sous un même chapeau. Puis c'est après qu'on apprécie vraiment la force d'une équipe. Dès qu'on a le premier objectif d'atteindre, de pouvoir employer quelqu'un, payer un salaire, c'est là qu'on se rend compte que la délégation, c'est incroyable, puis ça permet vraiment de percer des portes beaucoup plus vite. Je pense que tu mentionné avant de déléguer, il faut faire des tâches pour le fun. Il faut vraiment tout faire. Si vous saviez tout ce que j'ai fait, même encore, l'entreprise, ça va super bien. On ouvre le Canada actuellement, ça va merveilleusement bien. Mais je fais du 80 heures semaine, je n'ai pas le choix. Puis c'est des tâches vraiment dans tous les domaines, puisque tu es un peu le chef d'orchestre malgré les équipes. Dans le fond, j'ajouterais peut-être une petite chose. Là. Oui, j'ai pas d'employé, mais peut-être un jour que je vais peut-être vouloir avoir quelqu'un qui va prendre le relais pour que moi je puisse avoir un peu plus de off. Fait que c'est sûr que la personne va falloir qu'elle suive un peu mon style de masso à moi. Là. Fait qu'il va falloir qu'elle soit un peu plus un petit peu plus touch pour que le massage soit plus à l'image de mon entreprise. As-tu déjà une idée comment tu veux, mettons, partager tes méthodes de travail ou former les gens? Ben là, dans le fond, mon conjoint et moi, on s'en va dans les projets famille. Fait que c'est sûr qu'on va falloir que j'engage quelqu'un pour me remplacer là, le temps que je puisse ne pas être à mon local. Fait que oui, j'ai déjà des personnes que je veux contacter, mais il va falloir qu'ils passent sur moi pour que je vois si c'est à la hauteur. C'est profiter de ces services de massage pour juger exact, si ça passe. J'adore ça. Elle me disait tantôt que son copain déteste les massages. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Qui déteste les massages? Levez pas la main, levez pas la main. Ça fait juste me faire un off le soir quand je reviens à la maison. Quelles ont été les premières réactions des gens autour de vous face à votre projet? Est-ce que ça a été bien accepté? Est-ce que ça a été comme « fais attention » Je le disais un petit peu précédemment, ma famille, c'est difficile un peu, donc moi j'aimais beaucoup la phrase « work in silence », puis « make the success un jour, faire tout le bruit », donc « make all the noise ». Donc quand j'ai démarré l'entreprise, j'ai travaillé pendant 2 ans sans que personne ne le sache, sauf mon copain. Je le disais pas. Donc personne ne savait sur quoi je travaillais. Quand je l'ai lancé sur les réseaux sociaux, ma mère m'a dit « Ah, tu travailles pour une nouvelle entreprise? » Mais non, c'était mon entreprise, donc on dirait qu'elle n'arrivait pas à y croire. Puis même mes amis, quand j'ai annoncé, n'arrivaient pas à y croire que pendant 2 ans, pendant la COVID, au lieu de me plaindre qu'on n'avait rien à faire, mais je me suis dit, je vais lancer une entreprise pour ma santé. Au contraire, je voyais que j'avais plus de temps. Donc j'ai vraiment travaillé dans l'ombre. Puis pour moi, je trouve que ça a été un facteur de mon succès, puisque j'ai pas dévoilé ce que je faisais. J'avais donc pas la pression des gens de me dire quand est-ce que ça sort, ou la pression vraiment du public en soi. Puis, donc, la réaction a été super bonne, super positive. Je remercie énormément notre clientèle. J'ai réalisé que plusieurs personnes comme moi ne buvaient pas assez d'eau et étaient accros au sucre sans le savoir. Donc, réussite lorsqu'on a fait le lancement, très bel accueil du public et du consommateur. Travailler en sous-marin, effectivement, pour développer quelque chose et pas te mettre trop de pression. Exactement, exactement. Laurence? C'est cool. C'est vraiment une belle histoire pour vrai. Ben, moi, c'est drôle parce que je viens de la Beauce, puis ça a l'air que c'est le pays des entrepreneurs. Mais ma famille, pas trop entrepreneurs. Fait que, disons que mes parents, ça les stressait bien gros parce que leur fille, qui a un trouble d'anxiété généralisé, qui part une entreprise après avoir fait 2 burn-out, c'était comme pas vraiment la situation qu'ils trouvaient la plus idéale. Faut dire que quand ils ont vu que j'avais un partenaire qui croyait énormément à mon projet, on dirait que ça les a un petit peu encouragés. Mais sincèrement, ça a pris un certain temps, même là récemment, là, on voit la réaction de ma famille qui commence à faire comme « Wow, c'est vraiment cool ». J'ai ma mère qui est venue m'aider à des salons puis qui fait comme « Wow, le monde capote sur ton produit, c'est génial ». Mais tu sais,
le début, quand je leur ai annoncé, ils sautaient pas de joie. Mes parents, ils m'ont demandé pourquoi je trouvais pas une job comme fonctionnaire. Mes parents, c'était des enseignants là, à la retraite, donc pour eux, c'était comme sécurisant de savoir que j'aurais trouvé un emploi très permanent. Mais je pense que, peu importe, tu sais, l'important pour moi, ça a été quand même d'avoir au moins une personne qui croit sincèrement en mon projet. Puis juste une personne, pour moi, ça a été suffisant pour me donner l'énergie, puis me dire, OK, genre, le reste de ma famille ne croit pas grave, il y a une personne qui y croit, fait qu'on y va. Merci. Je pense que tu disais tantôt là, que ton père t'avait un peu encouragé dans ça. Oui, j'avais pas vraiment le choix de pousser. Là. Fait que, ouais, j'ai mon père qui m'a poussé là-dedans, ma mère. Dans le fond, à l'école, il y a des cliniques de stage. Donc, il y a des vrais clients qui viennent se faire masser à l'école pour pouvoir se pratiquer. Puis moi, ben, je veux pas, je suis allée voir mes amis, ma famille, je voulais être sûre d'avoir tous mes horaires bloqués pour pouvoir me pratiquer au maximum. J'avais beaucoup d'amis de ma famille qui venaient. Puis les moments où j'avais pas de clients, ben, je me faisais masser, j'en profitais. Mais non, en fait, tout le monde était beau, Cassandre, était capable, puis on continue. Puis ils étaient tous motivés à venir se faire masser, puis m'encourager. C'est assez le fun, les massages aussi, quand même. Ouais, c'est fun. Puis dans ça, je pose ma question, pas grave. Je vais faire du pouce sur ce qu'il y a avancé. Prochaine question. Quelle est votre plus grande fierté? Cassandra? Je peux commencer. Je pense que ma plus grande fierté, c'est de croire que le passé n'est pas tributaire de notre futur, puis d'avoir poussé. Tu sais, comme je le disais, là, je suis un peu malaisée parce que j'ai jamais parlé de ma famille. Tout le monde, au contraire, pense que j'ai une famille, que ça va super bien, que j'ai pas eu de violence, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Mais le passé n'est pas tributaire de notre futur. On peut venir de n'importe quel milieu, puis réussir. La preuve, il y a plusieurs grands entrepreneurs, femmes d'affaires, hommes d'affaires accomplis, ou peu importe tous les domaines, que quand on décide de mettre de côté ce qui s'est passé, puis on se dit, c'est pas moi, je décide de mon avenir avec mes actions, mes pensées. Je pense que c'est ça la meilleure fierté qu'on peut avoir dans la vie, c'est de se dire, OK, je viens de là, puis là, je suis rendu là, puis un jour, peut-être, je vais être là. Donc, je pense que c'est d'être fier de ce qu'on accomplit au day-to-day. Puis ça, c'est ma plus grande fierté de me dire, je viens de là, vraiment très sombre dans la terre. Puis j'ai laissé pousser ma carotte au-dessus de la terre, puis là, c'est là que je suis. Là. Je m'enligne pour avoir vraiment une belle carrière, puis être fière de moi, puis être fière de la personne que je suis, malgré tout ce qui a pu se passer. Donc, ça serait ça ma plus grande fierté. C'est d'apprécier le processus. Exactement, tout à fait. C'est vraiment le processus, le travail, parce que moi j'aime une phrase, c'est « We cannot connect the dots by looking forward, we can connect the dots looking backward ». Donc, on peut connecter les points en regardant à l'arrière, en se disant « Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas rencontré lui, je ne serais jamais rendu là. » Donc, je pense que c'est vraiment d'être très fier de tout ce qu'on peut accomplir par échelon. C'est un peu des choix qu'on a faits, des choix différents, effectivement. Tout à fait. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours la fois où j'étais dans un party, que j'ai rencontré un magicien. Je me dis, si je n'avais pas été dans ce party-là, ma vie serait différente aujourd'hui, définitivement. C'est fou. Laurence? Mais moi, il y a quand même des ressemblances avec toi parce que, en fait, tu sais, à un certain point, trouble d'anxiété, je le sais, je le répète, mais comme quand tu as fait 2 burn-out, tu as travaillé dans l'industrie de la mode, tes parents, ta famille, les gens t'ont vu comme avoir eu de la misère, malgré que j'ai fait des belles choses quand même. J'ai eu un beau début de carrière. C'est comme si ça me mettait dans une position où j'allais pas pouvoir réaliser mon rêve, parce que moi, ça fait depuis quand même longtemps, depuis que je suis enfant, que je voulais comme créer quelque chose qui allait laisser ma marque. Puis à un certain point, je me suis dit, ben Caroline, je pense que je pourrais pas, tu sais, je suis comme limitée par ça, je vais devoir accepter de tout simplement laisser aller mon rêve. Puis ben ma fierté est comme en construction, on va dire, parce que c'est encore très nouveau pour moi de voir la réaction des gens quand ils voient mes produits, et surtout quand ils les touchent. Puis je pense que une de mes grandes fiertés, c'est premièrement d'avoir été capable de me rendre là où je suis en ce moment. Puis j'ai beaucoup de beaux objectifs là, pour 2025 qui s'en viennent, mais juste d'être rendu là où je suis et de voir la réaction des gens, de voir les gens revenir et reconnaître mon produit et comme dire « Hey, c'est vraiment super ». On dirait que pour moi, c'est un début, c'est comme la première reconnaissance, mais aussi de voir qu'on est à la fin de l'année 2024, j'ai commencé en janvier. Moi aussi, j'ai fait du 80 heures semaine. C'est excessivement difficile pour le corps, l'esprit et tout. Puis malgré tout, j'arrive pour faire mon premier bilan de l'année. Puis je me dis, Caroline, ça a été une belle année.
ça a été une belle année, puis surtout, j'ai été capable de passer à travers, peu importe, je dirais, un trouble anxieux ou pas un trouble anxieux, puis je me sens relativement bien. C'est une belle victoire. Bravo. Non, mais c'est vrai que tu as un beau parcours là, dans la dernière année pour t'avoir vu aller là, dans les derniers 6 mois, 6-8 mois. Là, effectivement, c'est assez impressionnant, tout le chemin parcouru. Merci. Cassandre? Moi, je dirais la fierté d'avoir quelque chose qui m'appartient. Mon père, dans le fond, il a construit son restaurant à partir de rien. Ça fait 15 ans le mois passé. Puis là, quand il a fait mon local, j'ai pu enfin me dire ça, c'est à moi, ça m'appartient, c'est mon bébé. Donc, ça n'a pas prié quelque chose que personne d'autre peut faire. Oui, il y a d'autres massothérapeutes, il y a d'autres produits d'eau, il y a d'autres produits de toutou, de coussins, peu importe, mais quelque chose qui nous ressemble à nous, puis qui est à nous, que personne d'autre peut égaler. C'est vrai d'avoir quelque chose qui est à soi. Moi, une de mes fiertés, c'est d'être invité dans ce genre de place-là pour animer. Personnellement, je, comme ça, je me sens choyé d'être là avec vous aujourd'hui et de partager un peu ces expériences-là. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Très cool. Ensuite. C'est quoi le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer en affaires? Bon, un conseil. C'est assez large, une question. J'irais à prendre la responsabilité. Donc, l'habilité de choisir la réponse dans n'importe quelle situation de notre vie. Donc, vraiment de prendre la responsabilité de ce qui arrive au quotidien. Au lieu de dire, ça va mal cette année, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Donc, moi, le fameux c'est à cause, je déteste. De prendre la responsabilité, puis de faire une introspection. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, que je sais que je dois changer et que je sais qu'en prenant le temps, je serai capable de changer. Donc, moi, ça serait vraiment au jour le jour de prendre la responsabilité, puis d'essayer d'améliorer sa propre personne, puisque c'est comme ça que son entreprise va devenir meilleure. Donc, de découvrir son propre why pour, par la suite, le refléter dans son entreprise. Donc, ça serait ça mon conseil. Je le résume souvent en disant de prendre l'action sur des choses qui dépendent de nous, au lieu de chialer sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Merci. Ce qu'on appelle l'accountability. Et effectivement, c'est une magnifique qualité qu'on apprend tout au long du processus. Il y en a pour qui c'est nouveau. Il y en a pour qui, comme moi, on va dire, c'était quelque chose qui a commencé quand j'avais 21 ans, quand j'ai eu mon premier poste comme designer. Et que là, à un moment donné, on m'a dit, tu vas avoir ces responsabilités-là, tu vas rencontrer des clients. Fait que j'ai eu un petit peu un démo. Mais ceci étant dit, si je répondais, puis je veux apporter un peu de variété à l'élément que tu as mentionné, moi, j'ai été stagiaire pour une designer de mode quand j'ai commencé, puis elle, son conseil, ça avait été, et je l'ai trouvé super, va travailler un peu dans des PME, juste pour te faire une idée de qu'est-ce que ça ressemble l'industrie dans laquelle tu veux lancer ton entreprise. Il y en a, j'en ai parlé dans une école dernièrement, il y en a qui m'ont dit non, ben moi je pense pas que j'ai besoin de ça, puis je pense que honnêtement, au fond, vous le savez si vous avez besoin de cette expérience-là ou pas. Il y en a, c'est vrai, qui m'ont lancé leur entreprise directement en sortant de l'école ou à partir de rien. Mais moi, je sens que ça m'a vraiment apporté quelque chose que de passer plusieurs années dans des petites entreprises parce que ça m'a aidé à comprendre c'était quoi le produit ou le service. Dans mon cas, c'était les produits. C'est quoi le cours de ce produit-là? Comment ça se passe? C'est quoi tous les départements qui se parlent entre eux autres? Comment ça fonctionne à des foires commerciales, rencontrer des clients? Et ça m'a aussi permis de faire certaines erreurs qui ne m'ont pas coûté personnellement de l'argent. Et après coup, j'ai jasé avec des personnes qui ont été avec moi à l'école et qui ont fait directement leur entreprise en sortant de l'école. Et on a jasé, et en plus, on est encore en contact. Et une d'entre elles m'a dit « T'es vraiment chanceuse d'avoir économisé sur ton lot d'erreurs. » Bon, ceci étant dit, on fait quand même des erreurs quand on lance son entreprise, mais je comprends ce qu'elle voulait dire, c'est qu'effectivement, c'est vrai que quand on travaille dans une petite entreprise au début et on fait nos premiers pas, ça nous permet de tester un petit peu puis de bien comprendre c'est quoi nos responsabilités, mais aussi de bien structurer son travail. Donc, moi, ça serait ça le conseil. Je pense que je dirais, si vous sentez que vous en avez besoin, allez faire un tour dans une entreprise, dans une industrie qui vous intéresse pour gagner un petit peu de l'expérience, en fait, avant de vous lancer. 100%. Puis je dirais, la différence aussi entre travailler dans des grosses entreprises ou des petites entreprises, c'est que dans des petites entreprises, vous allez probablement toucher à plus de choses. Oui. Fait que des fois, c'est pertinent d'aller travailler dans des petites business qui peuvent vous donner la chance de faire ces erreurs comme que quelqu'un d'autre paye pour vos erreurs. Là.
Ça, c'est quand même une bonne idée. Faire l'erreur de rajouter un zéro trop quand on fait des achats, ça fait partie de l'apprentissage. Et on le fait une seule fois, c'est promis. Ouais, normalement. Merci. Moi, je dirais de participer à des soirées entrepreneuriales, voir d'autres commerces, mettons comme les chambres de commerce, des soirées galas, rencontrer d'autres entrepreneurs, aller voir qu'est-ce que ça en est, parler avec des entrepreneurs qui peuvent vous montrer leur entreprise. En même temps, ça t'amène à savoir qu'est-ce que tu veux, toi, en tant que futur entrepreneur. Faire un peu de pouce aussi sur ce que tu disais. Aussi, dans les PME, ce qui est fun, c'est que tu as le contact directement avec les gens qui sont soit propriétaires ou associés. Fait que les questions peuvent s'amener plus rapidement que si, mettons, tu vas dans une grosse bâtisse où c'est plus des employés que tu rencontres, qu'eux, ils font juste faire leur job, puis ça finit là. Fait que des fois, ça va avoir des questions aussi plus directement là, à la personne que tu veux avoir, que tu veux connaître. À 100%, puis tu parles de réseautage, tantôt on a parlé de l'importance du réseau, des gens qui nous entourent, puis ça aussi c'est quelque chose qu'on néglige souvent. Je le répète, là, c'est que dans la salle, ici, là, vous n'avez pas idée avec qui vous allez travailler dans 15 ans. Comme vous allez revoir quelqu'un dans 15 ans, dans un autre contexte complètement, c'est comme, il me semble qu'on s'est déjà vu à quelque part. C'est vrai, on est ensemble au cégep, on est ensemble au secondaire, puis des fois c'est surprenant, les liens comme plusieurs années après. Fait que, comme on disait tantôt, de ne pas négliger cet aspect-là, puis effectivement, 100%, aller au maximum d'activités de réseautage. Ce que je répète souvent à mes clients, c'est comme inscris-toi, vas-y, puis après ça, demande-toi si c'est pertinent. Si je peux donner une petite anecdote aussi, dans le fond, une des personnes qui fait la présentation ce soir, Simone, c'est une de nos employées à notre restaurant. Puis c'est elle ce soir qui m'a invité à venir vous parler. Donc si ça n'avait pas été d'elle, je ne serais pas là ce soir. On ne sait jamais d'où ça vient. Oh, question un peu plus sombre. Votre plus grand regret? C'est une bonne question. Moi, je trouve ça difficile. J'ai quelqu'un qui me l'a posé il y a quelques mois, puis j'ai eu de la misère parce que un regret, il y a comme une connotation de j'aurais pas dû faire ça. Puis moi, je suis beaucoup dans l'optique de c'est correct que j'aille traverser des épreuves parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un peu comme tu dis, tu ne fais pas l'erreur 2 fois. Peut-être un de mes plus grands regrets, c'est de peut-être pas avoir été faire toutes les formations au moment où j'étais à l'école. C'est-à-dire, j'ai commencé par une chose, que là, c'est le massage suédois de base. J'aurais peut-être dû aller chercher tout de suite les autres formations autour, parce que là, je me dis, là, je serais rendue à aller prendre les formations, puis là, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Donc, ça va devoir être mis sur un frein, puis que je revienne une autre année plus tard là, pour faire les autres formations, qui est entre autres le massage Lomi qui se donne avec les avant-bras. Puis la femme enceinte et bébé, qui est quelque chose qui est quand même en grande demande là, dans mon secteur là, à Saint-Égapi. Est-ce que tu dirais que c'est de profiter des ressources qui sont autour de toi ou de mettre les bouchées doubles? Comment tu résumerais ça? Ben, c'est sûr que c'est peut-être aussi au niveau monétaire, mais ça serait peut-être de dire, OK, je pousse, je le fais tout de suite pour que je l'aille tout de suite en main, puis que je puisse en profiter, puis d'offrir ce service-là immédiatement à mes clients et non dire, ah ben là, je peux pas, j'ai pas la formation, je peux te référer à un autre massothérapeute qui, elle, a la formation, puis là, ben, tu pousser ton client à quelqu'un d'autre, alors que ça peut être toi qui gagne. Ça me fait un peu penser quand les gens me demandent est-ce que je devrais lancer mon projet pendant que je suis à l'école ou après. Puis le constat que j'ai vu, c'est que les gens qui ont une entreprise pendant qu'ils sont à l'école, souvent après l'école, ils ont encore leur entreprise. Puis la plupart des gens qui attendent après l'école pour lancer leur projet, ils n'ont pas d'entreprise. Ça fait du sens ce que je viens de dire? C'est bizarre à dire, je suis un peu dans la même ordre d'idée que toi. Je ne peux pas avoir de regrets parce que ça a tout été des apprentissages, comme je le faisais mon parallèle de relier les points derrière. Ça a tout été des apprentissages. Excusez-moi avec mes phrases plates en anglais, là, mais ma phrase que j'adore de J.K. Rowling, qui était une femme entrepreneur qui a eu énormément d'échecs dans sa vie, elle dit, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. Okay, you might never fail on a scale I did, but some failures in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you failed by default. Pour les gens qui ne seraient pas bilingues, donc ce que ça dit, c'est que les gens qui seraient trop prudents à considérer que c'est des gens qui vont justement tellement s'empêcher de faire des choses que c'est encore plus qu'un échec, que si tu dis « j'essaye, je fonce, je tombe, mais je me relève encore plus devant que tomber par derrière ». Donc moi, j'ai pas de regrets.
J'en ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvaises actions dans mon entreprise, peu importe dans mon parcours d'affaires, mais ça a tout été des apprentissages que je remercie, puis que si c'est à faire, je referai les mêmes erreurs pour être où je suis actuellement. La seule façon d'échouer, c'est de rien faire. Exactement. En fait, moi, je rêve de mettre dans ma business à un moment donné des pénalités pour les employés qui n'échouent pas assez. Parce que si tu n'as rien échoué, c'est parce que tu n'as rien essayé d'assez ambitieux. C'est très haut. Puis aux États-Unis, d'ailleurs, les banquiers prêtent davantage aux entrepreneurs qui ont fait faillite, aux entrepreneurs qui ont réussi, parce qu'ils considèrent que c'est justement des gens qui ont la capacité de se relever. Au Québec, je pense pas que c'est comme ça, là, mais donc abusez pas les faillites, mais c'est ça. Je pense que les entreprises à Silicon Valley, ça marche un peu de même pour moi. Mais ça, j'en ai entendu parler, moi aussi, j'avais lu quelque chose sur le sujet, je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, les regrets, j'aime pas vraiment ça comme mot. Pour un peu les mêmes raisons, parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai faites et que je regarde mon parcours des fois, puis je me dis, Caroline, pourquoi j'ai perdu du temps là? Mais je pense que, tu sais, inévitablement, au jour le jour, pas tout le temps, là, mais la plupart du temps, je me dis, hey, finalement, ça valait la peine d'avoir fait ça, tu sais, même si ça me paraissait comme absurde et pas intéressant, tu sais. J'ai aussi des emplois qui étaient moins fun que d'autres, fait que des fois, je me dis, Caroline, j'ai passé tant d'années là-bas. Mais c'est ça. Non, je veux pas parler des regrets, tu sais. À la limite, ce que j'ai le goût de dire, c'est que je regretterais de pas tenter ce que je suis en train de tenter en ce moment si je le faisais pas. Je pense que le regret peut être utilisé dans cette optique-là. Se lever le matin, puis avoir l'impression qu'on fait quelque chose qui a de la valeur, qui a du sens, c'est vraiment inestimable. Tu sais, j'ai pensé longtemps que ça venait avec un certain salaire, un certain niveau de vie, que j'allais me sentir bien. Mais je me rends compte, en regardant autour de moi, puis en réalisant comment je me sens quand je me lève le matin, que, sincèrement, si je n'avais pas tenté l'expérience que je suis en train de tenter en ce moment, je pense que j'aurais vraiment l'impression qu'il manque quelque chose dans ma vie. C'est effectivement un gros niveau de risque, mais c'est ce qui fait en sorte que je me dis, je suis en vie, je fais quelque chose, puis, advienne que pourra, ça reste une super belle expérience, et peu importe ce qui va se passer, je vais en être grandi. Mais je suis d'accord avec toi que, en fond, quand j'y repense, là, tous les regrets que j'ai, c'est des actions que je n'ai pas posées. Donc, je suis dans un événement de réseautage, puis je vois quelqu'un qui m'inspire, puis je la trouve vraiment hot, puis j'ai envie d'aller vers cette personne-là, ben, c'est comme le regret que je vais avoir, c'est si je ne vais pas vers cette personne-là. Et ultimement, c'est ça, c'est de prendre action sur ces choses-là. C'est plus des regrets de ne pas avoir fait quelque chose que des regrets d'avoir fait quelque chose qui disent finalement j'aurais pas dû. C'est plus de quelque chose qu'on aurait voulu faire que c'est pas encore arrivé. Exact. Là, je crois qu'il reste quelques minutes. J'irai avec une dernière question. Je me suis le temps de rester, ça ne me dérange pas. Mais quelle a été votre plus grande source de motivation dans votre parcours? Qu'est-ce qui vous a motivé? De mon côté, ça a été quand j'ai découvert de changer mes habitudes, changer mon rituel de vie. Donc, quand je me suis dit que tout était des décisions dans la vie, quand je me suis dit, OK, le matin, j'ai deux choix. D'aller au Starbucks, prendre mon mocha, chocolat, blabla, ou de mettre mes souliers puis d'aller au gym. Donc, ça a été, je me rappelle même plus la question. La motivation. Bon, j'étais proche. Donc, ça a été ma motivation. Ça, j'ai un petit déficit d'attention. Excusez-moi. Ça a été ma motivation vraiment dès que j'ai découvert que changer ses habitudes, changer sa vie. Parce que le cerveau, j'ai lu énormément sur le cerveau, j'en parlerai pas parce que je vais endormir les gens aux derniers 5 minutes. Mais les habitudes, ça se crée, puis un coup que c'est créé puis que c'est une mauvaise habitude, le cerveau ne fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise habitude, donc il va continuer. Mais de juste se dire, je me lève le matin, je fais du sport, je vais manger ma salade au lieu de manger une poutine ou peu importe, ça change puis ça donne un niveau d'énergie différent. Puis moi, c'est ce qui m'a motivé de me dire, j'ai des bonnes habitudes, je suis en forme pour mon entreprise, puis voilà. Laurence, tu dirais-tu que c'est ton copain ta source de motivation? C'est une bonne source de motivation, mais je dirais que ma motivation en ce moment, puis surtout depuis que j'ai une clientèle, c'est de voir tous les sourires que ça rapporte et le bonheur que ça répand. Ça me motive vraiment de voir le résultat, mais surtout en ce moment parce que moi, j'ai pas encore d'employés, j'ai pas d'équipe autour de moi, donc c'est moi qui fais tous les salons et les événements. Donc j'ai la chance aussi de recevoir ces sourires-là directement. Ça fait du bien quand même. Fait que oui, ça me motive tous les matins. Puis de voir que ça fait une différence chez des enfants qui ont des difficultés, soit de l'anxiété, soit
un développement un peu plus tardif ou qui ne sont pas capables nécessairement de... Bon, j'ai aussi des enfants qui ont des handicaps, qui ont besoin de se promener d'une maison à une autre et ça leur cause beaucoup de stress. De voir que ça fait une différence dans le quotidien des gens et de ces petits-enfants-là, pour moi, c'est une belle source de motivation. Moi, je dirais que ma motivation, c'est quand le client il rapporte qu'il est tout détendu. Puis je pense, oui, c'est le fun d'avoir un client qui revient, mais ce qui est encore plus fun, c'est quand il ne revient pas parce qu'il a réglé son problème. Qu'il avait mal à quelque part, puis que là, il fait comme j'ai plus mal, puis je feel bien toutes mes journées. C'est sûr que c'est fun de le voir parce que je veux pas que la business continue, là. Mais quand il revient, mais je suis contente de voir que hey, ça a fonctionné longtemps, mon massage. J'ai pas besoin de venir après 2 mois, après 3 mois, je peux attendre 6 mois. Puis, les conseils que je leur donne aussi fait que ça les aide plus longtemps. Boire de l'eau, c'est la base, on est fait à 70% d'eau, il faut que les toxines se drainent. Prendre des bains chauds, c'est venir détendre les muscles. Il y a plein de petits conseils comme ça que je donne aux clients qui fait que ça peut venir éterniser son soin pour qu'il puisse être en santé plus longtemps. Merci. J'aimerais ça complètement transgresser les règles et prendre une question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est courageux, une question qui s'inspire cette discussion-là? Je dirais, c'est quoi ton nom? Cassandre. Cassandre, dire à tes clients de prendre l'eau de... Les encourager à boire de l'eau qui se goûte. C'était bon, là, ils nous ont mis ensemble pour qu'on fasse de la business. Là. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous dans le système un peu comme du bien-être aussi. Ouais, on veut tous vous mettre ça bon, beau, puis que vous soyez en santé. Est-ce que vous êtes curieux de savoir c'est quoi un poupillou? Oui. Je pense qu'on C'est ça que je me disais, parce que là j'en ai amené un, parce que Poupillou c'est le nom de mon entreprise, mais c'est aussi le nom de cette magnifique peluche couverture. Wow! C'est moi qui l'ai fait. Bravo! Je les dessine. Mon Dieu. J'ai découvert ce talent de dessin durant la pandémie. Parce que la pandémie nous a apporté beaucoup de choses et certaines personnes ont eu des petits troubles de santé comme moi. Fait que je me suis un peu ennuyée chez moi. J'ai décidé que j'allais dessiner des trucs pour enfants. Donc, ça a commencé comme ça. À l'arrière, on retrouve un petit zipper. Et quand on l'ouvre, on découvre magie, une couverture. Oh! Il faut vraiment le toucher pour Mais réaliser à quel point ceux qui veulent le toucher après, là, vous êtes les bienvenus. Je peux même vous dire aussi... Si, ça a vraiment... C'est extrêmement doux. Et le truc magique avec ça, non seulement c'est un 2 en 1. Attendez, je vais vous montrer plus de magie. Ça va ressembler à Harry Potter. Pour les familles et les parents qui ont l'habitude de nettoyer beaucoup, il y en a beaucoup qui vont comprendre, il y en a peut-être qui vont s'en douter, c'est que ça doit être lavable parce que les enfants, ils veulent amener ça partout. En voyage, en camping, à la garderie, pour la sieste, partout. Quand il ne file pas puis qu'il y a un dégât. Ouais. En fait, c'est fait pour vraiment qu'on enlève l'oreiller, housse, et qu'on puisse mettre la housse et la couverture directement à la machine à laver et à la sécheuse. Bien important, parce que honnêtement, moi, les trucs pour enfants qu'on ne peut pas mettre à la sécheuse, je trouve ça un peu talent pour les parents. Donc, j'ai vraiment conçu ce produit-là pour qu'il soit utile et qu'il puisse évoluer avec les enfants. Donc, en besoin de réconfort, on a la couverture, on a l'oreiller, on peut faire la sieste, on peut l'amener en voyage. Moi, j'avais des crises en avion quand j'étais jeune. On peut l'avoir en avion. Et surtout, on le nettoie facilement pour pouvoir ne pas restreindre l'enfant à porter sa peluche et sa couverture en voyage ou n'importe où finalement. Donc, voilà, c'est ça un poupillou. Pendant vos crises d'anxiété, pendant les examens à l'université, là? Oui. Pour vrai, là, moi, j'ai voyagé dernièrement en avion avec ça parce que je voulais présenter aux familles le potentiel. Et les gens capotaient dans l'avion. Ils étaient comme, hey, on n'a jamais vu ça, mais ça a l'air génial, je veux voyager avec ça. Et c'est vraiment cool pour voyager aussi, même pour un adulte. Donc, voilà. Donc, moi, je fais des petits personnages comme ça, j'en ai 4. C'est mon produit principal, c'est ce sur quoi je base mon entreprise. Et c'est aussi ce sur quoi mon envol est en train de se créer. Donc, je voulais juste souligner, dans le fond, ce serait facile de partir dans l'univers Poupillou puis de faire des livres, des bandes dessinées, de la musique, des vidéos. On s'imagine toutes les figurines, tout ce qui est avec. Là. Mais le problème de l'entrepreneur, c'est de s'éparpiller. Puis Laurence, ce qu'elle fait bien, c'est d'avoir un produit, un avatar, puis un canal de distribution.
c'est dur de ne pas se déconcentrer. Très, très dur. Tu sais, pour le temps des fêtes, j'offre des petits produits par-ci par-là, genre des petits gobelets pour les enfants. Mais le but premier, et ce que j'essaie de faire, ce que je mets toute mon énergie, c'est ce produit-là. La peluche couverture réconfortante. Et oui, c'est un gros défi. On le réalise pas, là, mais on a tout envie de s'éparpiller. Puis je pense que vous pouvez confirmer. Là. En tant qu'entrepreneur, on a toujours plein d'idées. Puis il faut toujours se rappeler aussi, c'était quoi le but de notre entreprise à la base. Je ne sais pas si vous avez fait ça en cours, là, mais faire la liste des qu'est-ce que je veux faire comme entreprise, c'est quoi les objectifs, c'est quoi aussi où je veux m'en aller, bien, toujours amener au but principal de l'entreprise, c'était quoi. Une dernière question du public là, avant qu'ils me mettent à la porte. Quelqu'un? Osez vous lever, c'est le temps. Osez. Un courageux ou une courageuse? Quelqu'un à derrière. Oui, excuse-moi, j'ai le spotlight en face, je vois pas. Tantôt, vous avez parlé de votre grande fierté. Vous me nommez un moment où vous avez été super fier. Un moment où on a été fier. Un moment. Moi, je dirais c'est quand on me rappelle en tant que masso pour faire des événements. Quand il y a des gens qui ont apprécié que je sois là. Exemple, j'ai un groupe de volleyball qui se donne à cet avenir qu'eux, à chaque année, ont leur tournoi. Puis je passe la journée là, puis les gens, ils reviennent, ils me recontactent, ils reviennent à mon local. Je dirais que ça serait de la visibilité que j'ai pu avoir avec juste une personne qui m'a contacté. Puis ensuite, j'ai eu plusieurs autres personnes qui sont venues me voir parce qu'elles avaient apprécié mes soins. Je dirais la signature de la première bannière B2B, donc quand on a signé Jean Coutu, etc., des grosses bannières comme ça, tu ressens tellement de fierté puisque tu n'arrives pas à y croire que des grosses bannières avec 650 Jean Coutu, 333 métros puissent croire en ton produit. Puis moi, ça a été vraiment mon petit coup de pouce de me dire continue à travailler, tu travailles fort, mais il y a des gens qui croient en ton produit. Donc ça a été une belle fierté à ce niveau-là. Moi, je vais y aller avec quelque chose d'un peu plus petit. Parce que j'ai pas encore de grosses affaires j'ai pas encore grossi énormément comme entreprise, mais aussi parce que je pense que c'est pas juste les gros moments qui font en sorte qu'on peut avoir un moment dont on est fier. Aujourd'hui, j'étais dans un des points de vente que j'ai là, à Québec, principalement une boutique à Place Sainte-Foy, qui s'appelle Petite Céleste, boutique d'enfants indépendante. Puis, je fais une journée semaine pour vraiment être plus proche de mes clients, avoir les commentaires, le feedback, puis donner un petit peu une expérience de magasinage personnalisé. Et j'ai aujourd'hui une cliente qui avait déjà acheté mes produits une première fois, qui est arrivée dans le magasin, qui m'a pointé, qui m'a dit « Je suis là pour te voir ». Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Surtout quand, en plus, elle est venue me présenter son bébé naissant parce que la dernière fois qu'on s'était vu, elle était enceinte. C'était vraiment adorable, elle est venue même avec son conjoint. Puis, elle est venue me racheter une deuxième peluche en me disant à quel point elle tripait sur le produit et que son bébé qui venait de naître, tu sais, il y avait déjà sa peluche, mais que son autre petit garçon, qui est arrivé un petit accident, qui est à l'hôpital, a besoin en urgence d'un poupée. Donc là, elle était quand même pressée, j'ai fait son petit emballage et tout. Et en arrivant à la maison tout à l'heure, j'ai reçu des messages et une petite photo de l'enfant à l'hôpital qui recevait sa peluche et qui sautait sur son lit d'hôpital tellement qu'il était content. Donc, ça fait ma journée. D'accord. Moi, je pense que c'est dans les dernières semaines, j'ai animé au colloque de l'ACE. Puis pour moi, ça a été un beau moment aussi de dire, ben, j'ai jamais eu l'occasion, comme étudiant, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans ce colloque-là. Puis pour moi, c'était une façon, genre, d'y aller pour une première fois, mais par la porte des grands. Donc, en animant des ateliers-là avec les jeunes, pour moi, c'était un beau moment de fierté. Je disais, bon, mais ce que j'ai fait dans les dernières années, ça parle assez pour que les gens aient envie de m'entendre. Je trouve ça, moi, personnellement, ça, c'est un beau moment de fierté récemment. Bravo, bravo, félicitations. Est-ce que vous nous mettez à la porte? Ou est-ce qu'on continue? C'est l'heure des prix. Est-ce que vous voulez le micro? Merci tout le monde. Merci. Un grand merci. Donc, maintenant, c'est l'heure des prix de présence. Donc, je vous invite à sortir vos coupons. Chaque coupon est une chance de gagner. Puis, si votre numéro est tiré, je vous invite à monter sur scène pour venir récupérer votre prix.
Donc, on va commencer avec les 5 coffrets cadeaux de Boba. C'est des coffrets cadeaux avec 3 bouteilles de bubble tea à l'intérieur. Donc, le premier numéro gagnant est le 415 33 71. 415 33 71. Donc, maintenant pour le deuxième. « 415 33 72. » Pour le troisième coffret, 415 33 78. Le quatrième, 415 33 70. « 415 33 70. » Pour le dernier, 415 33 80. Ensuite, nous avons 3 cartes cadeaux de chez Beko d'une valeur de 23 $ qui est équivalent à une boîte de 6 baies. Le premier numéro, 415 33 77. La deuxième, 415 33 85. La dernière, 415 33 84. « 415 33 84. » On va en piger un autre. Donc, 415 33 53. Ensuite, on va y aller avec les 2 certificats cadeaux de la massothérapie de Cassandre qui est venue nous parler ce soir. Alors, les 2 certificats cadeaux, c'est des 30 minutes, mais gênez-vous pas là, quand vous allez les gagner, puis de venir les dépenser chez moi, de racheter un autre 30 minutes si jamais vous voulez avoir un 60 à place d'avoir un 30. Donc, le premier numéro gagnant, c'est le 415 33 44. Le deuxième, 415 33 67. Ensuite, nous avons 2 certificats cadeaux pour le restaurant Domaine de l'Ouateki. Alors, juste pour vous expliquer un peu le certificat cadeau, là, nous, c'est une table d'hôte, 5 services qu'on offre au restaurant. Donc, vous avez la mise en bouche, un entrée, un potage, une salade selon la saison, un plat principal et un dessert. Donc, les certificats cadeaux sont de 50 $. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un montant à ramener là, pour compléter l'achat. Mais je n'ai pas, là, on fait aussi pour 2 personnes et jusqu'à des groupes de 30 personnes
on peut aussi se rendre à 46, on a une deuxième petite salle là, de 16 personnes. Donc, le premier numéro gagnant, c'est le 415 33 81. Et le deuxième, 415 33 73. Ensuite, nous avons 2 passes pour le Venice Gym d'une durée de 6 mois. Donc, le premier gagnant, 415 33 74. Et le deuxième, 415 33 45. Ensuite, nous avons 2 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $ chaque pour le restaurant Les Enfants Terribles. Présentement, il n'y a pas de succursale à Québec, mais ils vont bientôt en ouvrir une. Donc, le premier gagnant, 415 33 49. Ensuite, 415 33 82. Pour terminer, nous avons 2 certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ chaque pour le restaurant Toumi. Le premier gagnant, 415 33 55. 415 33 55. « 415 33 57. Pour la dernière carte cadeau, 415 33 83. Donc, merci à tous. Je laisse maintenant la parole à Pénélope et Tony pour le mot de fin. Allô? Alors que la soirée touche à sa fin, permettez-nous de prendre un instant pour vous remercier d'avoir été là. Nous tenons à vous dire merci de votre participation et nous espérons que vous avez vécu un très bon moment. Il se fut un plaisir de vous accueillir dans cette soirée et de partager ce moment d'échange et de découverte avec chacun d'entre eux. Nous tenons à remercier Carl André, notre animateur de la soirée, ainsi que nos invités Cassandra, Laurence et Cassandre, de nous avoir accordé votre temps et nous avons partagé votre vision et vos connaissances de l'entrepreneuriat. Désolé, Chris-Man, j'espère qu'on Est-ce qu'on est blessé dans la salle? Pour finir, on voudrait remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet événement une réussite. Donc, nous remercions nos partenaires et collaborateurs Beko, Venice Gym, Vision EP, Coscruchismo, Boba, ou Hydration, Massothérapie sous l'aile de Loire, Domaine de Loitoki, Tumi Restaurant, Les Enfants Terribles, ainsi que nos sociaux et tous les employés qui ont participé
au montage de la salle. Donc, en terminant, un immense merci à Geneviève Cormier qui est partie. Mais merci de nous avoir épaulés durant les hauts et les bas de l'organisation de notre soirée. Merci de nous avoir montré la passion pour le domaine de l'événementiel et de nous permettre de réaliser ce beau projet. Et merci aussi à chacun des membres de notre équipe qui ont contribué à la réussite de ce projet. Encore une fois, merci à tous et passez une excellente fin de soirée.